Eh bien, les mensonges des médias mainstream ne sont même plus subtils du tout. La vérité commence à vraiment faire surface. Et ça, c'est un phénomène qui est très intéressant parce que quand la bête est acculée dans le coin, elle va montrer ses vraies couleurs. Donc, ce qui est en train de se passer est extrêmement important. On va aborder tous ces sujets aujourd'hui sur Point de rupture en ce vendredi 5 décembre 2025. Mais juste avant, je vous invite à prendre votre café, votre thé ou toute autre boisson que vous désirez. On va trinquer à la recherche de la vérité pour nous tous, car c'est ça qui est important. À la vôtre. Bien. Bien, je m'appuie beaucoup sur des renseignements qui viennent de la part de Breitbart. Je vous rappelle que Breitbart a été fondé par Breitbart, qui malheureusement est mort il y a plus d'une dizaine d'années, à l'âge de 44 ans, un homme brillant. C'est à lui qu'on donne la phrase que la culture est en amont de la politique, de l'économie et tout ça, etc. C'était brillant à son époque. Et depuis, Breitbart a évolué tellement. Il y a Marlowe, qui est la direction de Breitbart maintenant. Et c'est vraiment à cheval entre les médias alternatifs et les médias officiels. Ben, ils bénéficient déjà d'une présence de médias officiels parce qu'ils sont accueillis aux conférences de presse à la Maison-Blanche d'une façon régulière. Donc, pour moi, Breitbart est quelque chose à suivre régulièrement. Je ne fais pas du tout confiance à Fox News parce que Fox News, derrière Fox News, il y a Rupert Murdoch, qui est un anti-trumpiste invétéré, même si Fox News est censé être un peu de droite, un peu le CNews américain, si on doit comparer à quelque chose en France, mais c'est la droite néoconservatrice, c'est la droite pro-guerre, c'est la vieille droite, si on ose dire, c'est la droite des Bush, de tous ces gens-là, de Lindsey Graham, de tous les gens qui sont encore dans ce cas-là. Et même la droite, quelque part, de Marco Rubio, qui aurait tendance à être dans ce sens-là si il n'était pas maintenant dans le cabinet de Trump, où il est obligé, en tant que ministre des Affaires étrangères, il est secrétaire d'État, c'est qu'il est l'équivalence de ministre des Affaires étrangères en Amérique, de quand même adhérer à la politique de Trump. Et Trump, en ce moment, il va un peu dans tous les sens, ce qui déstabilise complètement ses critiques. Mais il y a certains critiques qui restent à le critiquer, à chercher à l'obliger à rester bien plus proche de ses tendances MAGA, America First, etc., notamment Nick Fuentes est en train de mener la bataille sur ce plan-là. Et Nick Fuentes est en train d'exposer tous les mensonges des médias. C'est très intéressant parce que il y a encore quelques mois, Nick Fuentes, moi je serais le premier à dire que c'était un peu la mouche du coche. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression en français. En anglais, ça s'appelle une gadfly. La mouche du coche, c'est la mouche qui énerve le cocher qui est en train de mener la diligence, etc., qui est en train de voler autour de son visage. On voit toujours ça. On appelle ça la mouche du coche. C'est la mouche qui est énervante, qui empêche de faire les choses telles qu'on veut. Donc, lui, quelque part, c'était la mouche du coche. Mais aujourd'hui, en anglais, on appelle ça un kingmaker, c'est-à-dire un faiseur de roi. Ça veut dire qu'il a une influence où beaucoup de gens sont en train de regarder dans quel sens Nick Fuentes va aller pour commencer à le suivre. Et là, il y a quelque chose de très intéressant pour moi chez Nick Fuentes et qui me donne espoir chez pas mal de gens en France également. Je dîne ce soir avec des gens qui vont apparaître sur Point de rupture dans la semaine et les semaines qui viennent, etc. On va parler de pas mal de choses et surtout de l'avenir du mouvement conservateur en France, parce que ça, c'est quelque chose d'important et il y a des moments où on a besoin de rencontrer des gens, de leur parler de ce qui est en train de se passer. Et l'exemple de Dick Fuentes, c'est très important parce que ça montre bien que quelqu'un qui peut être complètement en dehors des sentiers battus, mais s'il fait preuve de résilience, c'est-à-dire il ne va pas céder au compromis et à la pression des autres ou quoi que ce soit, parce qu'il a une colonne vertébrale extraordinaire, parce qu'il est fort en son fin fort intérieur, en plus il est talentueux dans le fait de savoir parler, etc. Là, il y a possibilité de gagner. Vous voyez, trop souvent, on cherche tout le temps à blâmer les autres,
Et quand on blâme les autres, en fin de compte, on abandonne notre libre arbitre parce qu'on est en train de dire que les autres peuvent nous contrôler. Donc, il ne s'agit jamais de blâmer les autres, on leur pardonne, on fait ce qu'on veut, etc., mais il faut avancer dans ce que l'on sait faire et ce en quoi on croit et comment on va pouvoir mettre les choses en avant. Donc, je vais revenir sur Breitbart et je vais vous parler de toutes les choses fausses qui sont en train de se passer là. C'est sur CNN. CNN, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un peu comme le BFM américain, comme le LCI américain, comme vous voulez, etc. C'est des chaînes de câble, c'est pas les TF1, etc. Ça serait plutôt comme ABC, NBC et CBS. La CNN, c'est vraiment comme BFM. BFM, d'ailleurs, a été vraiment, je ne vais pas dire copié parce que je vais me faire accuser de certaines choses, mais on voit une imitation très lourde de CNN. Pendant un certain temps, CNN était la révolution sur les news, sur le cable. Dans les années 80, c'était la première chaîne qui commençait à faire des choses régulièrement, sans cesse, 24 heures sur 24, ils présentaient toutes ces choses-là. Et là, on voit qu'il y a un affaiblissement, etc. Il y a Tapper, qui est un des présentateurs principaux de CNN, qui parle de la personne qui avait placé des bombes dans des tuyaux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment du 6 janvier 2021, il y avait toutes ces choses-là qui sont en train de se mettre en avant. Et il y a des gens qui se sont dit, tiens, c'est curieux parce que ça n'a rien à voir avec les manifestations du 6 janvier où les gens pénétraient dans le Capitole, mais il y avait un détournement d'informations où il y avait certaines personnes, et on a vu des films, mais on n'arrivait pas à voir la tête ni quoi que ce soit parce qu'ils portaient un hoodie, un genre de capuche, qui avaient placé des bombes, etc. Et apparemment, tous ces films étaient en possession du FBI et le FBI n'a rien fait là-dessus pendant plus de 4 ans. Pam Bondi, même si on n'aime pas ce qu'elle dit, elle dit le FBI de l'époque et le DOJ, DOJ c'est le Department of Justice, ça veut dire le ministère de la Justice de l'époque, n'a rien fait du tout. Ils ont laissé les choses là, etc. Et il y a Tapper, je peux vous le montrer, qui est en train de dire, voilà, le pipe bomber, celui qui allait poser une bombe dans un tuyau, est un homme blanc. C'est ce qu'il dit, hein, est un homme blanc. Regardez l'image. Je ne sais pas si vous voyez la couleur de l'homme blanc, il n'est pas très blanc. Alors là, je ne suis pas en train de chercher à vous dire que, bah oui, il n'aurait pas dû dire ça parce que c'était vraiment un noir, mais c'est la volonté de mentir là-dessus et donc d'exaspérer des choses. Donc il dit, voilà, c'était un homme blanc, juste avant, nous dit Breitbart, de montrer une photo d'un présumé coupable noir. De nouveau, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit noir ou blanc, etc., mais c'est la volonté de la presse, de CNN dans ce cas-là, de détourner la vérité complètement, et même ensuite ils le montrent, ils sont pris à leur propre piège dans la façon de parler de tout ça. Ensuite, il y a un congressman, Goldman il s'appelle, qui est un démocrate, qui dit que le FBI de Trump est horrible pendant qu'il est en train de présenter des excuses pour le FBI de Biden sur le fait qu'il n'ait pas pu saisir la personne qui est soupçonnée du placement des bombes dans les tuyaux à ce moment-là. Marlowe, qui est le directeur de Breitbart en ce moment, dit Trump a besoin de mettre des pressions partout où il peut, et notamment sur Keir Starmer, qui est à la tête du gouvernement anglais en ce moment, parce qu'ils viennent de découvrir qu'en Angleterre, ils se méfiaient énormément de Breitbart et ils faisaient tout pour détruire Breitbart, détruire la crédibilité de Breitbart. Alors pourquoi davantage en Angleterre que dans le reste de l'Europe? Parce que l'Angleterre fonctionne en anglais également et Breitbart, c'est en anglais. Dans les traductions, on peut changer des choses et on peut changer et les choses peuvent être présentées d'une autre façon, mais le simple fait de fonctionner en anglais,
inévitablement, tout ce qui va se dire aux États-Unis va avoir plus d'impact en Angleterre, et tout ce qui va se dire en Angleterre va avoir plus d'impact aux États-Unis. Il ne faut pas oublier l'importance des langues sur ce plan-là. Et donc là, il y a plein de choses qui sont en train de sortir à la surface. Par exemple, la presse mainstream n'arrête pas de parler de guerre entre les États-Unis et le Venezuela, mais maintenant, Breitbart parle de la vraie histoire derrière les bateaux de drogue avec le Venezuela. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Parce que c'est important. Parce que Maduro lui-même, qui est à la tête du gouvernement vénézuélien, vient de dire que hier, il a eu une conversation avec le président des États-Unis, Donald Trump, et la conversation a été très respectueuse et très bonne. Et donc ça, ce sont des choses qui sont importantes à expliquer et à présenter sur ce plan-là. Je n'ai pas le temps pour rentrer dans les détails ici, mais si vous avez l'occasion, allez sur Breitbart, B-R-E-I-T-B-A-R-T, et vous allez trouver sur YouTube, sur tout ce que vous voulez, etc., ou sur Breitbart.com. Et il y a toute une présentation qui s'appelle The Real Story of the Venezuela Drug Boats, la vraie histoire sur les bateaux de drogue avec le Venezuela. Donc, là, beaucoup de choses viennent à la surface. Noam, qui est un des ministres dans le gouvernement de Trump, une femme qui était auparavant gouverneur du Dakota, elle a dit que Biden permettait à toutes les personnes de rentrer aux États-Unis en clamant droit d'asile, alors que c'était même pas fondé de cette façon-là. Donc, il y a plein de choses qui sont en train d'arriver pour exposer l'état profond. Il y a le fondateur de Reform California, ça veut dire Réformons la Californie, qui dit que Newsom, le gouverneur de Californie, est bien plus responsable de tout le mal qui est en train d'arriver à la Californie, bien plus que Walz, qui était le candidat vice-président avec Kamala Harris, qui est gouverneur du Minnesota. Donc, il est en train d'exposer tout ceci. Mais là où c'est très fort, c'est que lui, le fondateur de Réformer la Californie, dit que l'establishment républicain du Parti républicain est tout aussi corrompu et il faut qu'il soit blâmé également pour le dysfonctionnement de la Californie en ce moment. Donc, plein de choses sont en train d'arriver à la surface. Continuez à suivre Breitbart sur ce qu'il dit. Par exemple, il y a des gens, il y a un petit bout de temps, on parlait du fait, est-ce que Trump, en fin de compte, est croyant ou pas, est-ce qu'il est chrétien ou pas, etc. Eh bien, Trump, lors d'une cérémonie qui existe chaque année où on allume le sapin de Noël à la Maison-Blanche, et ça, c'est toujours un truc immense aux États-Unis, etc. Mais depuis un certain temps, même des gens comme Biden hésitaient toujours à prononcer le mot Noël et tout ça pour ne pas froisser des gens, un peu comme des phénomènes qui se font comme ça en Europe et tout ça, notamment en Angleterre. Et là, Trump a cité directement l'Évangile pendant qu'on allumait cet arbre de Noël. Il a dit « En lui était la vie et cette vie était la lumière des hommes ». Et donc ça, c'était une citation directement biblique, etc. Et donc, c'est pas gratuit qu'il va citer des passages de la Bible quand on fête Noël, etc. Et d'ailleurs, il a dit, on va dire joyeux Noël, pas joyeuse fête, et tout ça, etc. Donc, il insiste beaucoup sur le fait de revenir là-dessus. Et Noël, le nom pour Noël en anglais, c'est Christmas. Et dans Christmas, il y a cette notion de Christ Mass qui est très important. Donc, il y a tout un mouvement pour continuer à exposer dans des petits aspects culturels et des tas d'autres aspects qui vont décrédibiliser les médias mainstream et qui vont montrer qu'on ne peut pas s'appuyer du tout sur ce que sont en train de dire. Ça ne veut pas dire que tout est gagné,
Parce que, par exemple, quand le département de justice de Pam Bondi venait de porter accusation pour la création d'un grand jury pour Comey, l'ancien directeur du FBI, et de Letitia James, qui était la procureure de l'État de New York, et c'était des accusations très sérieuses, mais il y a des juges qui l'ont balancé. Ils ont balancé tout ceci. Donc, ce que l'administration Trump a fait avec Pam Bondi de nouveau, elle a amené de nouvelles bases d'inculpation auprès d'un grand jury, et le grand jury a rejeté ces nouvelles bases d'inculpation. Donc, ce n'est pas gagné. Mais ils ne vont pas lâcher, hein. Ils vont continuer à faire ce qu'il faut. Alors, il y a également eu le redessinement des districts pour les élections de 2026 au Texas. Et ça, le Parti démocrate a amené cette question-là devant un juge qui les a interdites. Donc, c'était un jugement contre les républicains. Ils ont fait appel et de nouveau, l'appel a été jugé en faveur des démocrates et contre les républicains. Mais eux, ils ont continué, ils l'ont amené à la Cour suprême et la Cour suprême a dit oui, les républicains peuvent redessiner les cartes parce que c'est parfaitement selon la Constitution et donc ça fonctionne comme il se doit sur ce plan-là. Donc, ça c'est important. Et plus ça va avancer, plus vous allez voir que les démocrates et la gauche américaine va attaquer Trump sur tous les plans. Et ce sera inévitable, même pour vous qui suivez de très près, d'être sous certaines influences. Je l'ai vu hier, je l'ai vu avant-hier, où il y a des gens qui disaient « Oui, mais eux, ils disent que… » Ou j'ai vu le film The Apprentice sur Trump. Ben, tout ça, c'est des trucs de manipulation, etc. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire que moi-même je suis manipulé, qu'on me paye, etc. On ne me paye pas. Et moi, par exemple, vous le savez très bien, quand Trump avait des positions très ambiguës par rapport à l'Ukraine ou par rapport au Venezuela, moi j'étais le premier à crier alerte sur ce plan-là. Et je crois qu'on a besoin d'avoir des gens aux États-Unis pour crier alerte là-dessus. Donc, ça va être très important de continuer à se battre de cette façon-là. Alors, les démocrates, par contre, comprennent une chose, que s'ils disent quelque chose qui va être répété dans les médias, ça va avoir de la valeur. Par exemple, il y a un congressman, un représentant dans la Chambre des représentants démocrate qui s'appelle Himes, qui a dit « Eh bien, moi, j'ai regardé la vidéo du fait que les bateaux vénézuéliens étaient frappés et pour moi, ça ressemblait vraiment à un crime de guerre. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a aucune valeur juridique, mais le simple fait qu'il puisse dire que pour moi, ça ressemblait à un crime de guerre, ça va être très facile pour les autres médias de reprendre crime de guerre sur les bateaux de Venezuela. Et d'un seul coup, on va accuser Trump de crime de guerre et de tas de choses dans ce style-là. Donc, la guerre va être très ardue. Comme je vous ai toujours dit, ça va être une guerre d'information sur comment on va tourner les paroles, etc. Et c'est là où, même s'il peut faire des erreurs ici et là parfois, même si on considère qu'il n'est pas assez fort dans une certaine politique MAGA, Trump est très fort dans le fait de pouvoir renverser les narratifs qui existent et de pouvoir les amener dans un sens où les gens vont le voir parce que c'est un expert dans le fait de communiquer avec des gens d'une certaine façon. Et je suis sûr que derrière, il va polir, j'allais dire, la communication sur certaines choses. Par exemple, il y a le procureur général Pam Bondi sur cette fameuse bombe dans les tuyaux qui a dit que les preuves qui ont amené à arrêter celui qui aurait perpétré tout ceci est en train d'accumuler de la poussière dans les bureaux du FBI de Joe Biden depuis 4 ans. Il dit là, il n'y a eu aucune
nouvelle information. Il n'y a eu aucun nouveau témoin. Mais on a eu tout ce qu'il fallait pour arrêter la personne. Elle dit, où était Ray, qui était du FBI à l'époque, où était James Garland, qui était à la tête du ministère de la Justice à l'époque, qu'est-ce qu'il faisait pendant tout ce temps-là? Donc, là, il va y avoir des choses qui vont commencer à être de plus en plus intenses. Alors là, après, il va y avoir des débordements, etc. Et franchement, je ne sais pas quelle position prendre sur certaines choses d'entre elles. Par exemple, au Nouveau-Mexique, il y a un homme qui a été condamné à de la prison pour le fait d'avoir menacé la vie de Trump sur les réseaux sociaux. D'habitude, aux États-Unis, c'est quelque chose qui n'était pas condamnable en prison. Mais je pense que ce qui s'est passé avec Charlie Kirk, avec d'autres personnes, avec des tentatives sur la vie de Trump déjà, ont changé les choses. Avant, on pouvait dire ce qu'on voulait sur les réseaux sociaux, etc., etc. Mais là, si ça commence à être trop précis, etc., eh bien, il semblerait que les procureurs vont agir là-dessus. Pour moi, ça m'inquiète un peu parce que ça limite la liberté d'expression. En même temps, il ne faut pas être trop idéologue non plus. Il y a des moments, il faut tenir compte de la réalité parce que dire, bah oui, mais moi je défendais la liberté d'expression, que quelqu'un a tiré sur Charlie Kirk ou quelqu'un a tiré sur Donald Trump, c'est un peu idiot, je vous l'avouerai. Et c'est là où il y a une différence entre la liberté de s'exprimer et ensuite de passer à l'action, et c'est toujours très fin sur ce plan-là. Alors, il y a un aspect qui est très intéressant. Il y a un aspect qui est très intéressant que Trump est en train de réussir. Il y a toute une division dans le gouvernement qui s'appelle la division des droits civiques. Et jusqu'à maintenant, la plupart de tout ceci a été utilisé pour faire de la discrimination positive, comme si on allait dire, en faveur des Noirs, des minorités, etc., 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 et essentiellement anti-blanc aux États-Unis. Mais là, le département de justice de Trump a ajouté toutes les bases des droits, de la section des droits du deuxième amendement des États-Unis dans cette division des droits civiques. Ça, c'est fondamental. Et je vais vous dire pourquoi. Le deuxième amendement, c'est l'amendement qui dit qu'il y a liberté de porter arme aux États-Unis, pas pour se protéger, hein, mais pour s'élever et organiser des milices contre un gouvernement qui deviendrait tyrannique. C'est quelque chose de très fort aux États-Unis. Et la plupart des Américains soutiennent ça. C'est pour ça qu'il y a le droit de porter armes, etc. Et je vous rappelle tout de suite, parce qu'il y a des gens qui vont passer sur le fait, regardez tous les attentats qu'il y a par armes, etc. 97% des attentats armés aux États-Unis ont lieu dans les États et les circonscriptions où il y a les lois les plus dures contre le fait de porter armes. Ça va être à New York, ça va être à Chicago, ça va être à Los Angeles, ça va être dans des tas d'endroits où il y a des lois très fortes contre la liberté de porter armes. Alors que, par exemple, en Arizona, dans le Utah, etc., où on peut voir quelqu'un en train de se balader avec un Colt à sa ceinture, il rentre dans une banque, là c'est marqué dans la banque, vous voyez le déposer ici avant de pénétrer plus loin, il y a une affiche, hein, etc. Ça pose aucun problème. Et le fait d'avoir le droit de porter arme cachée, c'est la même chose parce que les bandits, les gangsters, les malfrats, ils ne vont pas savoir si quelqu'un porte une arme cachée ou pas. Donc, ce fameux droit de porter arme, c'est très important parce que ça calme tout le monde sur ce plan-là. Et le fait de vouloir rajouter cette notion de porter arme dans la section des droits civiques, ça c'est fondamental parce qu'on revient et on entérine un droit qui est constitutionnel dans les droits civiques. Et donc ça, c'est important. Beaucoup de choses sont en train d'arriver à la surface. Même Breitbart nous parle, entre autres, dans son digest business, ça veut dire tous les commentaires sur les affaires, etc. Ils font tout un article sur la division qui existe au sein de la Federal Reserve.
Ça, c'est quelque chose dont on n'entendait jamais parlé auparavant. Mais comme Trump vient de virer quelqu'un, d'un seul coup, il y a des gens au sein de la Federal Reserve qui ne sont pas d'accord les uns avec les autres parce qu'ils ne veulent pas perdre leur position, ils ne veulent pas perdre leur influence, ils ne veulent pas perdre leur possibilité de soutenir des gens qui sont là. Et donc, il va commencer à y avoir une division. C'est pour ça que non seulement des décisions de Trump et de son ministère de la Justice, par exemple sur les Soros, sur d'autres personnes, le fait de continuer à creuser là-dedans, va créer de la nervosité dans le camp des opposants, des démocrates, de la gauche américaine, où ils vont commencer à se dénoncer les uns les autres. C'est ça qui est de très intéressant. Et c'est là où je crois que Trump est très, 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 très fort dans son fonctionnement sur ce plan-là. Il y a beaucoup de choses très intéressantes qui sont en train de se passer là-dessus. Bon, je ne vais pas rentrer dans toutes les autres choses qui sont en train de se passer. Il y a de nouveau une rencontre entre Vladimir Poutine et la tête du gouvernement de l'Inde, Modi. Il y a de plus en plus de forces qui sont en train de se faire. Il y a eu Xi Jinping qui a annoncé au président de France que, en fin de compte, la relation entre la Chine et la Russie est inébranlable et il ne comprend pas que la France et d'autres pays d'Europe de l'Ouest puissent chercher à déstabiliser le monde politique en cherchant à alimenter une continuité de la guerre en Ukraine. Tout ça, ça va commencer à venir à la surface, ou même dans les infos mainstream en France, on va commencer à en parler. Donc, mes chers amis, ne désespérez pas. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de commencer à faire surface et on va voir comment les gens vont commencer à révéler tout ceci et beaucoup de choses vont arriver à la surface. Tiens, il y a eu autre chose qui vient de se passer. Il y avait les présidents du Rwanda et de la République démocratique du Congo qui viennent de rencontrer Trump pour le remercier pour le fait d'avoir été le broker, l'intermédiaire pour amener un deal historique de la paix pour une guerre qui continuait déjà depuis 32 ans entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Donc, ça, c'est très bien. Et Trump pousse tellement les choses, etc., que maintenant, aux États-Unis, il y a eu des sondages qui montrent qu'une majorité écrasante des Américains pensent que les illégaux qui ont commis des crimes violents devraient être déportés. Parce que ce n'était pas le cas avant, parce qu'on ne le savait pas. Et là, plus on commence à avancer, plus on découvre qu'il y a énormément d'écrits, viols, attaques à main armée, etc., 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 sont commis par des illégaux. Pas seulement aux États-Unis, mais c'est vrai dans de nombreux autres pays. On sait qu'en ce moment, c'est en train de flamber en Suède, qui n'avait aucun problème de criminalité auparavant. Et maintenant, Stockholm est une des capitales du viol dans les pays occidentaux, ce qui est terrible. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu un laxisme envers certaines personnes qui étaient des immigrés illégaux, qui voyaient qu'on pouvait se permettre de faire pas mal de choses parce qu'on n'allait pas les accuser de quoi que ce soit. Alors que dans leur propre pays, ils auraient eu des problèmes très sérieux sur ce plan-là. Donc, beaucoup de choses vont arriver à la surface. Dans le Minnesota, là, ils sont en train de creuser et ils vont vouloir exposer ce que la congresswoman Ilhan Omar, qui est originaire de Somalie, qu'est-ce qu'elle savait de toute la fraude qu'il y avait dans le Minnesota qui représentait plus d'1 milliard de dollars au sujet de l'aide civique à des soi-disant, comment dirais-je, des gens qui avaient besoin de l'aide du gouvernement fédéral. Et là, on est en train de voir que ça a été détourné d'une façon phénoménale.
J.D. Vance vient de dire autre chose qui est très important parce qu'on voyait aux États-Unis les loyers augmenter sans cesse. Et donc, ils commençaient à être démesurés. C'est un peu vrai en Europe de l'Ouest également. Et il y a J.D. Vance qui vient d'exposer le lien entre l'immigration massive qui avait eu lieu et le coût des habitations. Parce que là, depuis que on est en train de déporter des gens et on a fermé les frontières pour que il n'y ait pas davantage d'immigration sauvage en train de pénétrer aux États-Unis, eh bien, d'un seul coup, les loyers ont commencé à baisser. Et ça fait partie de l'amélioration du coût de la vie, etc., pour l'Américain moyen. Parce que si les loyers baissent, mais les salaires vont augmenter parce que d'un seul coup, on ne va pas pouvoir donner tous ces boulots à des illégaux et les payer des pacotilles au profit des grosses sociétés, des grosses corporations, etc. D'un seul coup, ça c'est du MAGA, du Make America Great Again, c'est du America First. Mais il faut que tout ça, ça continue de cette façon-là. Donc, il va y avoir beaucoup de bonnes choses qui vont se passer et on va suivre ça de très près. Ce qu'on a besoin de regarder, tous, c'est là, je vous ai arrosé de plein d'informations de cette façon-là. Je vais continuer à faire des présentations sur Odéon. Il va y avoir sur notre chaîne sur Odéon la deuxième partie sur la question juive et comment ça a été fait. Et il faut être abonné, etc., parce que si je faisais ce genre de choses ouvertement sur YouTube, etc., on se ferait bannir, etc. C'est pas parce que j'ai des positions qui sont bannissables, mais il y a un tel préjugé, on va appeler antisémite n'importe quoi aujourd'hui, qu'on est obligé de faire attention par rapport à ça. Donc, regardez tout ceci, ça va sortir ce week-end, et ensuite, je vais faire une interview, comme je l'ai déjà annoncé, elle est prévue pour que je la fasse lundi soir avec Pierre Hillard, elle devrait sortir dans la semaine prochaine, et moi j'attends tout ça avec grande impatience, parce que pour moi, Pierre Hillard est un homme brillant, et je vais lui poser des questions sur jusqu'où il voit sa position. Est-ce que sa position sur pas mal de domaines, est-ce qu'elle est tenable ou pas? Vous voyez, quand je dis tenable, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas justifiée. Elle est peut-être même parfaitement justifiée. C'est une bonne position éventuellement. Mais est-ce qu'elle est tenable dans le sens où stratégiquement, est-ce qu'elle est la bonne? Et comme je ne vais pas faire une interview agressive à l'encontre de Pierre Hillard, comme je n'ai pas du tout l'intention de faire des interviews agressives envers quiconque, moi je veux que ressorte la pensée profonde des gens et de les amener dans un climat de sécurité, d'aller plus loin qu'ils n'oseraient aller d'habitude. Ça, c'est l'objectif de Point de rupture. Et c'est vous qui le rendez possible. Parce que vous, en étant de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur Point de rupture, surtout en partageant ceci avec d'autres personnes, pour amener de plus en plus de monde à nous regarder, eh bien, on va avoir de plus en plus d'influence positive pour que les gens réfléchissent de façon plus profonde que tout simplement avoir un réflexe immédiatement complotiste ou pour ou contre, ou de l'anti-américanisme primaire ou de l'anti-russe primaire, de la russophobie, etc., ou de l'anti-quelque chose, etc. Moi, j'aimerais bien que les gens réfléchissent un peu davantage parce que ce n'est pas en étant anti-quelque chose qu'on construit l'avenir d'un pays. C'est en aimant ce pays profondément, que ce soit l'Amérique, que ce soit la Russie pour les Américains, que ce soit la Russie pour les Russes, que ce soit la France pour les Français, mais c'est en aimant des choses très précises et en mettant en avant tout ce qu'il y a de bon dans les traditions, dans tout ce qui s'est passé. C'est très facile de démontrer que les Américains étaient à la base de nombreuses guerres, surtout depuis un peu plus de 100 ans. C'est vrai. Mais ça, c'était l'État profond, c'était la Federal Reserve, c'était tous les gens qui voulaient gagner de l'argent avec ceci et qui ont créé un fossé énorme entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas aux États-Unis. On ne le ressentait pas parce qu'il y avait une telle croissance encore jusqu'aux années 50, 60, 70, 80 même,
où les classes moyennes étaient en train de grandir et d'aller en avant. Mais à partir des années 90, avec le Bush père au début des années 90, et ensuite Clinton, et ensuite le Bush fils, et ensuite Obama, ils n'ont eu de cesse que d'exporter les moyens de production de l'Amérique à l'extérieur, et c'est ça qui a approuvé l'Amérique. Est-ce que ça ressemble à ce qui est en train de se passer en France? Oui, bien sûr. Est-ce que ça ressemble à ce qui est en train de se passer en Allemagne? Oui. Est-ce que ça ressemble à ce qui est en train de se passer en Angleterre? Oui. L'Angleterre aujourd'hui n'est qu'une table tournante de blanchiment d'argent. Plus de 80% du produit national brut de l'Angleterre est financier. C'est du blanchiment d'argent, c'est rien d'autre que ça. Mais la production se fait ailleurs. Il est grand temps, même si on n'est pas d'accord avec Trump, mais Trump est en train de chercher à ramener la production au sein des États-Unis. Et l'Europe pourra s'en sortir que si elle fait ça. Mais c'est pour ça qu'on a besoin d'en parler d'une façon positive, et c'est ça qu'on cherche à faire ici sur Point de Rupture. Donc, je vous remercie de liker, de vous abonner, de partager avec d'autres personnes et d'être des nôtres en permanence de cette façon-là. Et je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis donc à la semaine prochaine sur notre prochain Point de Rupture à 18h ce lundi qui vient.